Il y a une lutte dans la lutte, une course dans la course que la presse espagnole suit de près. C'est celle entre Robert Lewandowski et Kylian Mbappé pour le titre de meilleur buteur de la saison en Liga. Pour l'instant, c'est le Polonais qui est en tête avec 25 buts. Alors, il a un match de plus au compteur que Kylian Mbappé qui lui a marqué 22 fois. Bon, tu parlais d'une presse espagnole qui a tendance à s'enflammer. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on fait en Espagne de ce duel à distance un vrai feuilleton? Alors le feuilleton, en fait, il est pour chaque partie de la presse. Donc évidemment, la presse madrilène qui va prendre parti pour Mbappé, la presse catalane qui va titrer, d'ailleurs c'était le cas pour Lewandowski après son doublé hier, Pichichi, voilà. Donc chacun va avoir son candidat finalement à ce fameux titre de Pichichi. La presse madrilène pousse énormément pour que Mbappé soit le meilleur buteur à la fin, Ouais. parce que voilà, ça signerait une arrivée triomphale pour le Français, une première saison parfaitement réussie, ce qui est déjà le cas, hein, honnêtement, même s'il ne remporte pas le Pichichi à la fin. Alors que pour Lewandowski, on va dire que c'est un peu plus la routine finalement de gagner ce trophée de meilleur buteur, surtout qu'on le voit, il a un instinct de buteur toujours bien aiguisé, parce que sur les buts qu'il marque hier, c'est deux buts de buteur. Et d'ailleurs, Lewandowski, lui, il a un peu répondu à ça, parce qu'on a l'habitude de le voir à ces sommets-là. Et à la fin du match contre Girona, il dit à la presse alors oui, j'ai un certain âge, oui, les années passent, etc. Mais en fait, j'ai toujours cet instinct de buteur, je suis toujours aussi en forme, donc entre guillemets, méfiez-vous, je serai là jusqu'au bout dans cette lutte au Pichichi. Et on sent que c'est important aussi pour le Barça, parce que Lewandowski aurait pu être retiré plus tôt par Hansi Flick lors du match contre Girona. Ça n'a pas été le cas, on l'a laissé sur la pelouse. Donc il y a vraiment une volonté aussi d'avoir un de ces joueurs en tête de ce classement. Et là, le candidat naturel au Barça, c'est Lewandowski, même s'il y a d'autres buteurs derrière au Barça. Tout à fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, il y a deux joueurs qui carburent sur un plan individuel, mais ça raconte des choses très différentes sur les collectifs du Barça et du Real. Est-ce que c'est schématique de dire que Lewandowski n'est qu'une arme offensive parmi l'armada incroyable du Barça qui marque énormément de buts cette saison, et que le Real est beaucoup trop Mbappé dépendant? Alors le Real est devenu beaucoup Mbappé dépendant, et c'est dû à la très bonne forme du Français, mais aussi, surtout à la méforme de Vinicius et même Rodrigo. Si on regarde ses statistiques cette saison en Liga, en tout cas en championnat espagnol, c'est loin d'être fameux. Alors il joue beaucoup moins que Vinicius et Mbappé, mais voilà, on est sur les deux Brésiliens qui sont beaucoup moins en forme qu'avant. Et puis parce que maintenant désormais Mbappé utilise ce rôle, est dans ce rôle d'attaquant central. Donc en fait c'est sur lui qu'on compte pour mettre les buts, et on l'a vu ce week-end contre les Ganes. Finalement ni Vinicius ni Rodrigo n'étaient là, parce que eux revenaient d'une trêve particulièrement épuisante avec un voyage jusqu'au Brésil. Mais par contre Mbappé, lui, il a enchaîné. Il n'y a pas eu de doute. Il fallait absolument que Mbappé soit sur le terrain, même contre les Ganes, qui est pareil, un promu, etc. Alors que Hansi Flick cette saison s'est déjà passé de Robert Lewandowski, a fait jouer par exemple Ferran Torres, qui a un nombre de buts cette saison, je crois qu'il est à 9 buts en Liga, alors qu'il est tout le temps remplaçant. On parle de Rafinha aussi, qui a 13 buts en Liga cette saison. Lamine Yamal, qui est beaucoup plus loin dans ce classement si on prend du point de vue comptable de buteur. Mais le match qu'il fait hier prouve encore qu'il est décisif et extrêmement important pour le jeu du Barça, parce que si effectivement Lewandowski empile les buts en bout de chaîne, parce que souvent c'est ça, un ballon qui traîne dans la surface envoyé par effectivement soit Dani Olmo, soit Lamine Yamal, soit tous ces joueurs-là, et lui Lewandowski va convertir ça en but, mais à la base de tout ça, il y a tout le travail notamment de joueurs comme Lamine Yamal, et c'est vrai que c'est plus le dernier maillon d'une très grande chaîne pour Lewandowski, là où Mbappé doit parfois s'inventer lui-même des buts, parce que il est un peu moins aidé au Real Madrid. Elton, il est l'heure d'ouvrir la grosse page olympique de Marseille. C'est un peu la défaite surprise de cette 27e journée de Ligue 1, défaite 3-1 à Reims, prestation très mauvaise des Marseillais. Le schéma, il est simple. Après 24 journées, l'OM était deuxième de Ligue 1 avec 8 points d'avance sur le 5e. Après cette 27e journée, l'OM est troisième avec 2 points d'avance sur le 5e.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'OM en arrive là? Alors, par où commencer? Parce qu'il y a énormément de choses à dire sur l'Olympique de Marseille. Bon, clairement, la dynamique est mauvaise et médiocre, est insuffisante. Vous choisirez les adjectifs que vous voulez. Et l'Olympique de Marseille a encore une fois pris 3 buts à l'extérieur, ce qui est une mauvaise chose. Il faut savoir que l'Olympique de Marseille a été mené à 4 reprises cette saison sur le score de 3-0. Seuls Montpellier et Saint-Étienne ont fait pire avec 5 reprises. Ouais. Donc ça veut dire que du côté de l'Olympique de Marseille, non seulement ça perd des matchs, mais sur la forme, ça pose problème. Et là, on a une équipe qui a énormément de pression parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Déjà, un problème footballistique. L'Olympique de Marseille, sur la phase retour, est quand même la 10e équipe de Ligue 1, ce qui la fout mal. À titre de comparaison, Le Havre a pris 1 point de moins sur cette période. L'Olympique de Marseille a des problèmes devant le but adverse. Mason Greenwood est clairement en difficulté entre ses passages sur les bancs, ses performances insuffisantes. Luis Enrique n'est pas le même Luis Enrique qui pouvait mettre des lucarnes tous les 2 journées. Et le seul Gouiri ne peut pas tout sauver. Et défensivement, là, c'est la cour des miracles, Arthur. À mesure où, défensivement, à partir du moment où ça bricole énormément sur la base de 3, que Balerdi s'est blessé et qu'aujourd'hui, à date, il y a seulement un seul défenseur central de métier disponible, c'est Cornelius, qui est passé totalement au travers, et ben on a une équipe qui est fragile dans les 2 surfaces. Et ça, c'est préoccupant. Il y a aussi un problème athlétique. Un problème athlétique dans la mesure où, face aux défis proposés par Reims sur les transitions, l'Olympique de Marseille a explosé. Et ça pose problème parce que on sait qu'au sein même de l'effectif marseillais, il y a des joueurs. Il y a des interrogations notamment sur la problématique physique. Et au niveau de au niveau athlétique, au niveau de l'intensité, ça peut poser problème. Et enfin, il y a un problème mental. Parce que, en fait, pour moi, Arthur, c'est la conséquence de toute cette surtension qui a accompagné l'Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. On a constaté les déclarations de Longoria, les attitudes de Pablo Longoria. Mehdi Bennacer, à un moment donné, a été suspendu. De Zerbi, à un moment donné, eu des conférences de presse qui aurait pu être meilleur, et même au niveau des joueurs, on voit beaucoup de nervosité. Il n'y a qu'à voir cette sortie très très forte d'Adrien Rabiot qui démontre que l'Olympique de Marseille aujourd'hui ne maîtrise plus grand-chose, et ce qui pose problème parce que là aujourd'hui, il reste 7 finales. L'Olympique de Marseille, dimanche soir, peut entamer un match très très important contre Toulouse à la 5e place. Il faut quand même préciser à la 5e place en cas de victoire de Nice face à Nantes vendredi, et de Lille sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Donc si l'Olympique de Marseille venait à démarrer ce match à la 5e place, sincèrement, je vais citer le regretté René Malville, en cas de match nul contre Toulouse ou même une défaite, il pourrait y avoir une armée d'Apaches qui pourrait se réveiller au Vélodrome. Il y a cette tension qui se ressent, un vrai contexte de crise à l'OM, et l'équipe nous apprend ce lundi matin que Roberto De Zerbi a annulé les 2 jours de repos qui étaient prévus pour l'OM dans la foulée de leur match de ce week-end. De Zerbi, justement, on a parlé des joueurs en méforme, on a parlé des blessures. Dans quelle mesure Roberto De Zerbi est responsable de ce qui se passe? Est-ce que, selon toi, il y a une marge de manœuvre, quelque chose, un levier à activer tactiquement dans le management ou même dans la communication du côté de De Zerbi? Aujourd'hui, Roberto De Zerbi, par rapport à tout ce que j'ai décrit sur la 2e partie de saison, il est en situation d'échec. Il est en situation d'échec parce que l'Olympique de Marseille, 10e sur la phase retour, c'est clairement insuffisant, c'est médiocre. Et par rapport à ça, De Zerbi, il a une responsabilité parce que il a voulu mettre en avant un jeu ambitieux, mais un jeu ambitieux qui se heurte à des réalités. Déjà, la réalité de l'effectif. Est-ce que cet effectif est le plus à même à assumer ce jeu ambitieux? Et ensuite, il y a la réalité des 2 surfaces, à savoir que déjà, il y a une problématique offensive où Mason Greenwood, je l'ai expliqué tout à l'heure, est en difficulté. Il y a une problématique sur cette capacité à surprendre l'adversaire. Et défensivement, l'Olympique de Marseille est une équipe bien trop fragile. Rouli a énormément maquillé beaucoup de défauts sur le plan défensif sur la première partie de saison, et Rouli devient un peu plus humain. Et donc Roberto De Zerbi, aujourd'hui, il doit se décider, qu'est-ce qu'on doit faire? Protéger à tout prix cette défense qui est bricolée, ou alors se rassurer sur le plan offensif en mettant peut-être 1 ou 2 joueurs de plus sur le plan offensif. Il l'a tenté avec Neil Maupay à la place de Balerdi lors de sa blessure contre Reims. Ça n'a pas du tout marché. Il a fallu attendre le but tardif de Valentin Rongier pour voir un but marseillais. Donc aujourd'hui, il y a une problématique du côté de Roberto De Zerbi dans la mesure où il n'arrive pas à trouver la solution par le jeu.
On sait que Roberto De Zerbi est amoureux du jeu, mais là, il est confronté à plusieurs problèmes. Et là, il va falloir qu'il trouve des solutions concrètes. Est-ce que ça passe par une redistribution tactique, un changement de système, passer à 4 défenseurs, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de défenseurs centraux. Est-ce que ça passe par revenir avec un Olympique de Marseille du début de saison, avec des ailiers, mais avec aussi le risque d'avoir une équipe beaucoup plus exposée aux transitions adverses? Aujourd'hui, il y a énormément de soucis pour Roberto De Zerbi et il a 7 matchs pour résoudre ce problème et faire en sorte que l'Olympique de Marseille se qualifie en Ligue des Champions. Parce que clairement, Arthur, la Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille est en sérieux danger. Bon David, la grosse information quand même du week-end en Bundesliga, elle nous vient de Kicker. Et on apprend que Thomas Müller, légende du Bayern Munich, ne va a priori pas être prolongé à l'issue de son contrat actuel au mois de juin. On annonce donc la fin de l'aventure Müller au Bayern Munich, en tout cas comme joueur de foot. Est-ce que déjà c'est sûr à 90-99% et on s'oriente vraiment là-dessus? Et ensuite, est-ce que c'était quelque chose qui était attendu, David? Ouais, c'est assez sûr. Effectivement, 25 ans, Thomas Müller au FC Bayern. Il est arrivé en 2000 chez les jeunes, 17 saisons en pro. Et là, il se trouve que non seulement à 35 ans, il arrive un peu au bout de son parcours compétitif, on peut dire, mais en plus, le Bayern est moins à l'aise et moins confortable sur ses finances globalement. Sur la dernière saison, la Coupe du Monde des clubs va être très utile pour équilibrer les comptes au printemps qui arrive là. Et Thomas Müller était l'un des très gros salaires, bien sûr, du club. Pour faire passer la pilule un petit peu, Arthur, le club a bien fait comprendre, comme il l'avait fait avec Ribéry précédemment, à Thomas Müller, qu'il allait avoir toutes les portes ouvertes à tous les étages pour des fonctions futures. Et Thomas Müller, lui, aurait bien aimé ajouter une saison supplémentaire à son parcours en Bavière, 17 saisons en pro. Mais le club a considéré par l'intermédiaire de son directeur sportif Max Eberl que ça suffisait, que le salaire était important, qu'il fallait renouveler un peu tout ça. Et voilà, il y a un respect dans des clubs comme le Bayern pour les grands anciens, on le sait, mais c'est aussi un club qui ne fait pas forcément de cadeaux sur le plan de la compétitivité. Cette saison, Müller a marqué dans toutes les compétitions. Hein. Il a marqué en Ligue des Champions, Donetsk, Bratislava, il a marqué en Coupe d'Allemagne, il a marqué en championnat, mais ses performances sont quand même globalement en baisse et surtout son temps de jeu est en baisse aussi. On fait confiance maintenant à la nouvelle génération, donc Thomas Müller va petit à petit s'effacer. Pour revenir à ta question initiale, effectivement, c'est à 98-99% la certitude qu'il va terminer sa carrière pro au Bayern en cette fin de saison. Y aura-t-il une saison supplémentaire sur un autre continent ? Pas sûr, parce que c'est quand même un Bavarois pur sucre et je ne suis pas certain qu'il aille voir ailleurs. Comment c'est vécu par les supporters? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux franges, ceux qui voudraient le voir continuer encore un petit peu, pour notamment son apport dans le groupe, dans le vestiaire, et ceux qui se disent, bon, il faut arrêter les frais, il a donné ce qu'il avait à nous donner, et maintenant il faut tourner la page. Non, alors ça va rester une légende totale. C'est le chouchou du stade, bien sûr. Plus de 700 matchs, c'est record sur record. Il y a eu, tu évoquais le biais hebdomadaire spécialisé Kicker qui fait référence dans le sport en Allemagne et dans le foot. Ils l'ont mis dans le 11 type du FC Bayern sur les 125 ans d'existence du club. Il est avec Effenberg, avec Matthäus, avec Gerd Müller, avec Beckenbauer et compagnie, donc légende totale. Et ça, pour les supporters, c'est une évidence. Il y en a très peu qui vont dire il faut le remplacer, il faut l'écarter, il faut le balayer. Non, il y a un respect, il y a une politesse. Mais encore une fois, je reviens à la performance sportive, bien sûr, du club. On veut aujourd'hui rivaliser avec les Real Madrid, Manchester City, FC Barcelone. Donc, effectivement, Thomas Müller s'efface petit à petit et il a moins de temps de jeu. Les supporters, je pense, l'acceptent. Ce qui est en gestation, il faut peut-être le dire, Arthur aussi, c'est une petite information, mais ça n'étonnera personne. Au Bayern, on est en train de lui préparer un jubilé, évidemment, à la hauteur de son parcours dans ce club-là. Je pense que là, il y aura beaucoup, beaucoup de demandes pour être au stade à ce moment-là.